Tout va se passer sur le site du Moodle-Moot, puisque j'ai demandé l'installation de ce module qui a été fait très rapidement par les équipes de l'école vétérinaire. L'idée de cet atelier, au début, je n'avais pas prévu de vraiment faire un atelier, puis c'est Christian Collin qui m'a dit tiens, quand même, ça serait bien qu'on puisse vraiment expérimenter sur ce module-là. L'idée de cet atelier, c'est donc de découvrir un module qui est aujourd'hui en production sur la plupart de mes instances de Moodle pour différentes raisons depuis pratiquement plus de 1 an et demi, 2 ans presque, 1 an et demi disons, qui tourne bien, qui est utilisé à la fois en module pédagogique. Je pense à Philippe Verdenal qui est en Libye, qui l'utilise sur des sessions de formation continue aux entreprises. Et l'idée était d'intégrer directement dans Moodle un outil qui permettait en milieu pédagogique, pour des enseignements de type technique, technologique, qui permettait d'avoir un outil de gestion de projet à la fois épuré mais pensé pour pouvoir être opérationnel dans ce milieu pédagogique dans lequel on a des contraintes particulières qui font que les outils de gestion de projet classiques ne sont pas forcément totalement opératoires pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que les outils de gestion de projet classiques en général sont faits pour gérer des vrais projets en entreprise et donc dans lequel il y a des très fortes contraintes de temps notamment ou de datation des tâches ou de contrôle du temps qui deviennent des lourdeurs lorsqu'on est en situation dans laquelle on ne peut pas trop contrôler le temps. Notamment, nous, on est dans des situations dans lesquelles les calendriers fluctuent tout le temps. Les étudiants travaillent de manière très souvent améthodologique, je dirais, ou alors en utilisant la méthodologie célèbre qui s'appelle la méthodologie à l'arrache. Pour rendre un des modèles extrêmes de cette méthodologie, c'est de commencer à faire le projet 2 jours avant la date du rendu. C'est assez classique. Donc l'idée était pour nous de pouvoir avoir un outil dans un cadre pédagogique qui permette de remettre un petit peu les étudiants sur les rails d'une méthodologie un peu continue de travail, parce que sans aucun feedback que nous avions de leur pratique, on constatait toujours en dernière instance que, en fait, en discutant avec eux, ils avaient commencé 2 jours avant, 3 jours avant. Alors c'est vrai qu'ils nous montrent par là une capacité de productivité instantanée absolument faramineuse, puisqu'ils sont capables en 3 jours d'arriver à faire quelque chose. Mais en général, entre le sujet qu'on a donné au départ et puis ce qu'on obtient à la fin, on a une grande déception en général, parce que nous, on sait très bien qu'un projet qui a un peu de la gueule, ça suppose un travail suffisamment continu, ça suppose un travail de fond et de travail de la pertinence de ce qu'on est en train de fabriquer, et que ça, en 3 jours, on ne fait pas de la pertinence. Donc l'idée est née de là, au départ, en disant de quoi a-t-on besoin pour faire de la gestion de projet, comment est-ce qu'on peut conduire les étudiants à accepter, d'écrire des choses, donc de fabriquer des descriptions. 2, comment est-ce qu'on peut convaincre les étudiants que le fait de bien maîtriser la notion de tâche, la notion de spécification, c'est-à-dire de décider ce qu'on va faire à l'avance, est quelque chose qui est rentable pour entre guillemets, la puissance de la production qui est faite à l'arrivée, ou du moins la pertinence de la production qui est faite à l'arrivée. Et je suis parti il y a très longtemps sur un modèle de gestion de projet qui est assez générique, qui s'appelle le modèle qui est publié par l'I3E, ça fait partie des grands standards de gestion de projet. Et dans ma pratique, où j'ai eu beaucoup de cahiers des charges à faire, et souvent très peu le temps d'expliquer aux étudiants comment il fallait en faire, je me suis rendu compte qu'il était intéressant d'outiller la méthodologie qui permettait à ces étudiants de dire voilà, on a un sujet qui tient sur un quart de page, oui, mais maintenant il faut écrire un cahier des charges. Alors là, catastrophe. Parce que les étudiants ne savent pas comment démarrer, ils ne savent pas comment partir. Quand ils partent toujours un peu n'importe comment. Et on a, dans une session de travail, des productions de ces cahiers des charges qui sont très variables, depuis le gars qui savait déjà en faire et qui nous fait un truc nickel, jusqu'aux gens qui découvrent le truc et qui disent ouais. Et puis il y a 4 lignes dans le cahier des charges, il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi ?
Donc voilà l'idée de départ. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu la bestiole. Et puis, l'idée que j'ai, c'est quand même que cet atelier soit très très manipulatoire et interactif. Hein. Je n'ai pas envie de m'étaler, de faire une conférence. J'ai déjà assez parlé pendant ce Model Moot. Donc, à la rigueur, l'idée que j'avais, c'est de dire, ben voilà, on peut se donner un thème, si chacun d'entre vous ont déjà une idée de thème de réflexion pour construire à partir de ces outils de description quelque chose, ils peuvent le prendre librement, mais une bonne idée est de dire, ben tiens, je peux regarder ce qu'un module Moodle que je connais bien fait comme fonctionnalité, puis voir comment est-ce que cet outil de gestion de projet finalement m'apporte des réponses pour faire cette spécification, faire ce cahier des charges, mettre en place l'ensemble de tâches qui me permet de piloter mes groupes d'étudiants. Et puis, troisième point qui était important, que je rappellerai lors de la présentation là, de la communication, c'était que notre problème, c'était le suivant. Moi, je travaille avec des promos de 210 étudiants, avec des projets qui se font par binôme ou par 4. Vous voyez le problème ? C'est gérer 80 groupes de projets de manière simultanée avec et arriver à avoir le feedback et le contrôle de ces 80 groupes. Alors jusqu'à maintenant, on ne l'a pas. Jusqu'à maintenant, on a le contrôle des 10 groupes de projets qui marchent bien, qui viennent nous voir et qui viennent nous faire du feedback. Et puis les 60 autres, à la date de la soutenance ou à la date de la revue du projet, on constate. Le degré de bérésina que nous avons dans les conduites de projet, parce qu'on n'a pas eu mécaniquement les outils pour vraiment faire ces suivis-là. Alors, donc l'idée, c'est, j'ai mis en place un petit espace d'expérimentation. Alors c'est un espace dans lequel je souhaiterais presque que tout le monde soit prof, donc on va faire en sorte que tout le monde soit prof, là-dedans. J'ai paramétré ce machin avec une clé, mais on va l'enlever. On va enlever la clé. Ou alors je vous la donne. Voilà, je vous donne la clé. Hein, la clé est magique, Tech Pro. Hein, on ne va pas chercher midi à 14h. Tech Pro, hein, Tech Pro, voilà, comme ça, Tech Pro. Donc dans cet espace expérimental, j'ai déjà mis, moi, des Tech Project en route. Et je vais vous montrer un petit peu d'abord les principes que j'ai mis en place dans ce machin-là. Et puis ensuite, j'ai commencé à en mettre des... Je voulais en préparer toute une quinzaine ou une vingtaine, mais le temps m'a manqué et la connexion Wi-Fi m'a manqué aussi à la chambre, donc j'ai pas pu trop préparer. Donc on va se les fabriquer nous-mêmes et ça va nous permettre de montrer à tout le monde un petit peu comment ce Tech Project se paramètre. Alors je vais vous montrer d'abord éventuellement ce qu'on en a fait. Je vais vous montrer directement dans un nouvel onglet ici un petit peu ce que mes étudiants en ont fait. Avec une nouvelle fenêtre. Hein. Ça va vous montrer un petit peu où est-ce qu'on peut arriver sur ce truc-là. Et puis, je recueillerai aussi un petit peu, là, on est un peu nombreux, je ne vais peut-être pas refaire un tour de salle parce qu'on est assez nombreux. Mais si en expression libre, je peux avoir 3-4 feedbacks de vos attentes par rapport à ce module-là, et puis savoir un petit peu pourquoi vous êtes si nombreux dans cette salle, alors que je pensais que c'était vraiment le truc hyper pointu qui intéressait que des geeks. Alors, donc voilà ce que j'ai fait avec ce module. On a mis en place, donc ça c'est ethnoinformatique.fr, c'est le site dont je suis administrateur, qui est mon site dissident et pirate que j'utilise pour ma pédagogie dans l'école. Oui, parce que Moodle a eu du mal à rentrer chez nous, donc je l'ai mis ailleurs. Et on a mis en place avec des premières années en école d'informatique une conduite de projet sur le groupe que j'avais en charge
Et comme malheureusement institutionnellement je ne pouvais pas trop avancer à découvert, un groupe m'a suivi, un groupe de 4, et a vraiment bien fonctionné. Les autres, je ne pouvais pas leur mettre le fusil sur la tempe, parce que j'étais déjà moi-même dans une situation du Solzhenitsyn de l'e-learning dans mon institution. Donc, alors voilà ce que ça a donné. Voilà ce que ça a donné. Je vous donne 1.8. Je vous donne 1.8. Donc voilà ce qui s'est passé. On avait un projet donc, de type projet informatique. Je ne vois pas mon tech project. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai pris le bon. Non, j'ai pas pris le bon, évidemment. On avait un projet de type informatique. Alors c'est un projet de première année, donc c'est un projet de développement dans lequel on leur demande de mettre en place une base de données, de mettre en place un petit modèle de données, puis de fabriquer un développement Java autour pour pouvoir manipuler ce modèle de données. Je vais retrouver mon vrai projet. Semestre 2, voilà, ça sera mieux. Et donc j'ai engagé dans le groupe de TD que j'avais d'une 40aine de personnes, mes groupes à venir ici utiliser cet outil de gestion de projet dans lequel ils avaient toute la séquence à faire. Un projet, je pars de rien, qu'est-ce que je fais? Je commence par faire un cahier des charges, j'essaie de voir quel est l'ensemble des attendus. C'est bien pour ça que j'ai reproduit la terminologie dans ce manager de projet, la terminologie 3E. D'abord, on commence par savoir quels sont les attendus du projet. Ensuite, on va travailler dans une deuxième phase, qui est une phase de spécification, c'est-à-dire qu'en face de ces attendus, je vais définir des éléments de solution du système qui décrivent le système qui vont répondre à ces attendus, le cursus classique I3E. Une fois que j'ai défini ces spécifications qui décrivent les éléments technologiques qui répondent, qui sont les solutions du problème, je vais mettre en place un plan d'action, un plan de tâches, qui constitue la troisième entité que nous allons pouvoir décrire avec ce dispositif. Ces tâches sont réparties en étapes, c'est-à-dire que les tâches sont décrites sous forme d'un arbre de tâches, de sous-tâches, mais je vais pouvoir ranger toutes ces descriptions dans des étapes qui sont vraiment des marqueurs dans le temps qui me permettent de dire, ben voilà, à la fin du projet, ça se rend le 30 juin, mais votre cahier des charges doit être prêt le 15 février. En plein milieu de la semaine de ski, en général. Et à la fin du procédé, à la fin du processus, on organise un plan de livrable, comme on aurait fait en entreprise d'ailleurs. On organise un plan de livrable avec un ensemble de fichiers ou de zip ou de ressources à construire et à charger. Alors, évidemment, les livrables qui sont là vont pouvoir nous permettre d'organiser un plan de livrable complexe. C'est-à-dire qu'un devoir, on rend un fichier. Là, on va pouvoir rendre un ensemble de ressources dans un arbre d'organisation de livrables. C'est un devoir hyper complexe. Alors, le principe, c'est que le module puisse travailler dans un mode qui tienne compte des groupes de Moodle. C'est-à-dire que pour un seul module instancié sur la plateforme, j'ai autant d'espaces de travail parallèles que j'ai définis de groupes dans mon cours. Donc c'était un petit peu l'idée de productivité du contrôle de tous ces groupes de projets qui fonctionnent simultanément. Je n'ai pas envie d'avoir 50 manipulations à faire de mise en place d'espaces de projet parce que j'ai 50 groupes. Il faut qu'on puisse arriver à factoriser ces manipulations et, tant que faire se peut, arriver à ne manipuler qu'une fois un ordre de mise en place qui peut se reproduire et qui peut se reproduire à travers l'ensemble des équipes. Alors voilà, mon groupe qui a très bien fonctionné, c'est le groupe 7. C'est le groupe 7. Donc je vais aller dans le projet, dans l'espace de projet du groupe 7. J'espère qu'ils ne m'ont rien effacé. Et la première chose que je vois donc, dans ce gestionnaire de projet, c'est ce qu'on appelle le cartouche. Alors moi, prof, j'ai le droit d'éditer partout, évidemment. Les étudiants se sont vus confier la possibilité, j'ai tout ouvert pour eux, je peux fermer ce que je veux, c'est-à-dire que j'ai des verrous qui me permettent de dire c'est le prof qui définit les livrables, c'est le prof qui définit les tâches, mais c'est les étudiants qui font le cahier des charges. Ou le contraire, c'est les étudiants, c'est le prof qui fait le cahier des charges,
c'est le prof qui donne les étapes. En général, les étapes, c'est souvent le prof qui les donne. Donc je peux verrouiller chacune de ces entités pour savoir si c'est les étudiants qui jouent ou si c'est moi qui joue et qui leur impose quelque chose. À ce moment-là, j'ai un cartouche. Ce cartouche contient des éléments assez standards d'édition sur un certain nombre de rubriques qui constituent, je dirais, le document, le cartouche de départ du document, et dans lequel je vais pouvoir rentrer un certain nombre de rubriques qui sont éditer le cartouche ici. Alors vous voyez, dès que je passe en activer l'édition, je vais avoir des liens supplémentaires qui me permettent de basculer entre un mode édition du contenu et visualisation du contenu. Voilà ce que je peux mettre dans un cartouche. Je vais pouvoir mettre un... On est loin de Sergi, hein. Je vais pouvoir mettre donc un intitulé du projet. Là, le projet n'a pas été titré par mes étudiants. On peut mettre un résumé. On peut mettre une motivation. Pourquoi est-ce qu'on fait ce projet? On peut mettre un environnement, un contexte. Qu'est-ce que j'ai autour du projet? Qui j'ai? Quels acteurs? Quel environnement technique? Et puis une organisation et un département. Alors pourquoi j'ai fait ça alors que je suis dans un module pédagogique? C'est parce que finalement, je me suis dit, tiens, si par hasard ce module de projet peut aussi fonctionner sur des vrais projets, ça serait pas mal. Et la preuve en est, c'est que nous travaillons aujourd'hui avec, sur le gros projet là, qui vient de tomber du ministère, dont je ne fais qu'une évocation très informelle parce que je n'ai pas reçu les instructions pour le dire. Et donc le ministère de l'Éducation nationale déclenche un énorme projet, 100 000 utilisateurs sur Moodle, pour le projet de formation des maîtres et professeurs du premier degré à l'utilisation des technologies de l'information. Donc ce fameux grand projet performance dont on avait parlé à Castres l'an dernier vient de démarrer en phase opérationnelle avec basculement sur Moodle, piloté par le ministère et Intel. Et donc nous commençons à gérer le projet sur ce module Tech Projet, avec le ministère et avec Intel. Comment s'appelle l'opération? Performance, version 2. Alors voilà, on peut éditer ce cartouche. Là, ils ne l'ont pas fait. Et ce que j'ai pas dit, vous avez vu qu'il y avait des espaces qui étaient organisés par groupe, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des espaces parallèles pour chaque groupe. Évidemment, avec la stratégie visible séparée, aucun groupe. Je peux très bien faire fonctionner un module Tech Project sans aucun groupe. À ce moment-là, j'ai qu'un seul projet. Et même quand je suis en projet de groupe, j'ai quand même un espace de projet hors groupe que je peux utiliser, par exemple, de manière exclusive, moi, enseignant, pour fabriquer une trame type du projet ou une trame corrigée du projet ou travailler dans mon espace pendant que les étudiants font leur boulot de l'autre côté. Alors pour vous donner un aperçu de ce qu'ils ont fait là, le groupe 7, ils ont travaillé et je suis content de ce groupe, ça fait plaisir. C'est le seul groupe qui a vraiment compris l'intérêt de l'outil et qui l'a complètement pris en charge. Je vais désactiver l'édition pour que la vue soit plus claire. Et donc chacune des entités qui sont donc attendues, spécifications, tâches et livrables, vous avez un éditeur arborescent. Donc vous avez un éditeur qui utilise une méthode de gestion de projet qui est très connue dans l'industrie qui s'appelle le raffinement successif. Le raffinement successif, qu'est-ce que c'est? Vous êtes devant votre sujet, vous dites voilà, il faut que je fasse un projet. Je fais quoi? Je commence à découper ma grosse boîte noire en petites boîtes et je commence à faire des titres de premier niveau. Titres de premier niveau qui sont ici. Voilà, je leur avais dit, vous devez faire un cahier des charges. Voilà, j'ai ma boîte, un cahier des charges. Alors, ils ont réfléchi eux-mêmes et il se trouve qu'ils étaient par groupe de 3 sur des projets individuels, ce qui est un petit peu foutu la merde, parce que ce n'était pas prévu comme ça. Et donc, c'est eux-mêmes qui ont dit, en dessous de cahier des charges, on va se fabriquer un cahier des charges Fabrice, un cahier des charges. Alors vous voyez, j'ai mon cahier des charges Fabrice ici, un cahier des charges Steven, et je peux constater que d'ailleurs dans mon groupe de 4, il y a 2 pilotes quoi. Il y a 2 pilotes et 2 wagons. Ceci dit, ils se sont démerdés comme ça, ils me l'ont expliqué et tout va bien. Et ils ont eux-mêmes développé leur arbre par donc raffinement successif en disant sur mon projet je ne sais pas quel est leur sujet parce que c'est un sujet qu'ils ont choisi par rapport à une base de données qu'ils m'ont proposée de manière totalement personnelle, donc chacun a une base de données différente. Pour nous, la correction, c'est le merdier, mais c'est beaucoup plus de travail.
Mais c'est beaucoup plus formateur pour eux. Et donc du coup, ils ont fabriqué leurs propres spécifications. Le principe, c'est que je travaille par raffinement successif. Je commence par fabriquer des titres, et puis dans ces titres, je commence à réfléchir comment je peux découper telle problématique, et je fais des titres de niveau inférieur, je fabrique un plan, quoi, grosso modo. Et à l'intérieur de chaque plan, je vais pouvoir, à l'intérieur de chaque rubrique, je vais pouvoir associer un certain nombre de détails, de descriptions. C'est-à-dire, je peux rédiger carrément un article qui dit, ben voilà, derrière tel problème, qu'est-ce qu'il y a ? Et je peux aller à l'infini. Je peux découper mon projet de plus en plus fin. L'idée étant qu'on arrive à une vue suffisamment précise de ce que l'on attend pour commencer à entrevoir les actions de réalisation que l'on a. Alors voilà l'édition des attendus. En spécification, je ne sais pas s'ils m'ont fait grand-chose, parce que ça demande quand même un travail d'édition et de rédaction assez important. Voilà, ils ont raccourci le système, ils ont été astucieux, c'est-à-dire que normalement ils auraient dû spécifier complètement leur dispositif. Ils ont raccourci le système, pourquoi ? Parce qu'ils sont directement passés, je les connais, ce sont des pragmatiques, ils sont passés directement à l'action. Donc le principe des spécifications est une entité intermédiaire dans laquelle on décrit vraiment les éléments techniques. Bon, ils ont été très rapides, ils ont escamoté un peu le truc. Et ils sont directement passés à s'organiser leur plan de tâches pour réaliser les différents attendus qu'on demandait par rapport au projet. J'ai une question ici. Les étudiants, quand ils ont fait l'échange entre eux, ils ont utilisé des activités Moodle ou ils ont... Quand ils ont fait l'échange, ouais. les négociations entre eux. Alors, bon, pour nous, c'est pas encore très développé parce qu'ils sont souvent ensemble et donc ils travaillent souvent en présentiel. Voilà, en présentiel. Ceci dit, j'ai observé un petit peu leur système et que, donc je leur avais mis des forums, ils n'ont pas beaucoup posté sur les forums. Pourquoi ? Parce que nous sommes vraiment dans du blended avec pratiquement 40 heures de présence à l'école par semaine et que quand ils s'en vont de l'école, c'est pas pour revenir sur les forums, ils ont autre chose à faire en général. Donc là, on est à la limite de comment conduit-on des étudiants que l'on a en classe dans un système un petit peu comme ça à vraiment formaliser l'acte de rédaction des contenus qu'on a besoin de capitaliser sur ce genre d'outils. Bon, par contre, ils ont relativement bien utilisé le système de gestion de tâches, le système de balisage des degrés de complétion des actions. Et c'est le seul groupe qui a vraiment complètement joué le jeu sur, je définis mes tâches, je les qualifie, je sais ce que j'ai fait par exemple en analyse, je sais ce que j'ai fait en codage, je sais ce que j'ai fait en documentation. Et le résultat est splendide parce que c'est un groupe qui travaille extrêmement bien, c'est un des meilleurs groupes que j'ai dans cette section-là et qui me rend un projet en première année qui est de qualité développeur professionnel, quasiment. Donc voilà, c'est un petit peu le principe de cet outil. Voilà des tâches de codage ici. Voilà des tâches, il y a des chaînes qui manquent, vous voyez, il y a des tâches de préétude et des tâches d'analyse, puisque nous sommes dans un cycle de développement logiciel qui est assez classique dans toutes les écoles d'ingénieurs en informatique en France. On fait de l'analyse en UML, on fait notre modèle de données, puis après on fait du codage, puis après on fait du test, etc. Donc voilà le principe tel qu'il a été étudié, tel qu'il a été utilisé par mes étudiants en situation réelle et en résultat réel de l'outil. Alors avec un système d'étapes, et évidemment si je vous dis qu'il y a des étapes dans lesquelles les tâches se font, s'il y a des tâches qui réalisent des spécifications, s'il y a des spécifications qui répondent à des attendus, c'est qu'il y a évidemment tous les outils de mapping, c'est-à-dire tous les outils de mise en correspondance, à chaque fois d'un arbre sur l'autre, qui va permettre, à partir du moment où un étudiant me dit « Tiens, j'ai rempli cette tâche à 100%, le principe c'est quoi ? C'est propagation des indices, je revais dans mon cahier des charges et je regarde ce que j'ai réalisé réellement, quelle est la couverture de mon cahier des charges. » Donc ça fait partie des outils de gestion de projet qui sont aujourd'hui même très demandés en entreprise et qui ne sont pas forcément toujours disponibles en entreprise. On n'a pas nécessairement toujours la possibilité de travailler sur un dispositif de ce type. Parfois, on fait une réunion, puis on note sur le papier où est-ce qu'on en est.
Donc voilà un petit peu le principe pour la gestion des 5 entités fondamentales qui permettent de décrire tout ce que l'on fabrique dans ce projet et de faire le suivi. On rajoute à ça une notion de vue, c'est-à-dire évidemment si des tâches sont prioritaires, il faut que je puisse voir l'ordre de mes tâches en fonction de plusieurs critères. Alors je voudrais voir mes tâches par type de tâche, je voudrais voir mes tâches par priorité, je voudrais voir mes tâches par contributeur qui bosse dans cette foutue équipe. Je vais pouvoir voir la répartition des actions à travers tous mes étudiants. Voilà. Et l'état et la quantité de travail. On voit que Cédric a rien foutu. Et on voit que Steven, par contre, a passé 29 heures déclarées par lui. Attention, ce n'est pas un calcul automatique du temps passé, c'est lui qui a déclaré que les diverses tâches qu'il a mis en place devaient consommer un certain temps. Et à partir du moment où il en a réalisé 90%, le travail assigné, il avait... non, il n'en a pas réalisé. Alors, il a réalisé... Alors là, c'est bien comme indication. Il a programmé, il a prévu qu'il avait 68 heures de travail, dans toutes les tâches qu'il avait lui prévues. Il a réalisé pratiquement plus de 80% du projet et en fait, il a consommé 29 heures. Donc, il est capable de comprendre lui-même quel est le fonctionnement de production qu'il a, le fonctionnement de productivité qu'il a eu lui-même sur le projet. C'est rigolo comme apprentissage. Et nous, c'est extrêmement important parce qu'on sait à quel point en informatique, la variation entre ce qu'on prévoit de faire et le temps qu'on y met est extrêmement parfois incontrôlable. Et ce sont des outils comme ça, généralisés, qui permettent de commencer à rationaliser un petit peu ce travail. Donc voilà la bestiole. Je vais vous proposer surtout de jouer avec. Je vais vous proposer de jouer avec en vous montrant maintenant, donc ça je vous ai montré en situation, je vais maintenant vous montrer un petit peu sur le site ici du Moodle Moot. Donc vous avez tous pu à peu près rentrer dans le cours avec la clé Tech Pro. Les quoi? Ah, les livrables. On va aller les voir, les livrables. On va aller les voir ici. Alors par exemple, j'ai ici un gestionnaire de projet en monoprojet, c'est-à-dire que j'ai dit pas de groupe. Si j'ai pas de groupe, j'ai pas d'espace parallèle, j'ai qu'un seul espace de travail, avec exactement les mêmes composantes. Et donc les livrables qui sont ici, je vais activer l'édition, vont me permettre de fabriquer un arbre dans lequel je vais pouvoir livrer mes productions. Donc je vais pouvoir définir un intitulé du livrable, projet fini. Je vais pouvoir commencer, alors évidemment on a mis un certain nombre de qualificateurs, c'est-à-dire qu'on a essayé de dire, tant qu'on a commencé à écrire du code comme des fous pour fabriquer ce truc-là, autant en faire le maximum. Donc on a mis des qualificateurs et on peut dire que pour l'instant le livrable il sera créé. Il n'est peut-être même pas créé d'ailleurs pour l'instant, il n'est pas créé. Je vais pouvoir décrire ce livrable, un fichier zip à livrer. Et j'enregistre mon livrable et pour l'instant mon livrable est défini. Lorsque mon étudiant va vouloir livrer quelque chose, je vais lui laisser la possibilité d'éditer ses livrables, donc de revenir comme moi en édition. Lui viendra... Alors ça c'est à améliorer, on aimerait peut-être que le fait de poster un fichier, ça soit pratiquement disponible immédiatement dans l'interface. Mais en principe, il a lui, ici, une possibilité d'aller chercher un fichier chez lui et de déposer le livrable, c'est-à-dire d'accrocher sa production à la définition du livrable. Alors tout ce plan de livraison est accès à des projets à livraison complexe, c'est-à-dire dans lequel on sait qu'il faut livrer une quinzaine de fichiers, de la documentation, des ressources, des images. Et là, c'est au prof de savoir s'il fait un seul livrable avec un gros zip et vous mettez tout dedans, ou alors je décompose le plan de livrable pour obliger les étudiants à... Pas que je fasse coach avec le micro parce que sinon ça va pas être bien. Pour obliger les étudiants à respecter une certaine construction du projet. Une question, donc là tu définis une hiérarchie de livrables. Ouais. Et est-ce que dans ton espace fichier, tu peux récupérer l'ensemble des fichiers avec la même structure ou comment tu pourrais les récupérer pour les réexploiter ailleurs? Pour l'instant, j'ai pas réfléchi. Pour l'instant, j'ai pas réfléchi à ça.
Les livrables sont stockés dans l'espace fichier du cours. Donc le prof peut récupérer avec la boîte à fichiers classique de Moodle. On peut zipper le répertoire. Oui, c'est inscrit dans mode data. Hein. Moi, j'ai la norme, je respecte la norme de toujours mettre les fichiers dans le répertoire du cours, le numéro d'instance du cours, mode data, le nom du module, et ensuite l'arbre, je me démerde avec l'arbre qui est en dessous. Hein, pour tous les modules que je développe, j'essaie de respecter ce qui permet effectivement de revenir par le truc de fichier du prof et puis de trouver tout son bazar stocké à cet endroit-là. Donc voilà pour la question sur les livrables. Je vais vous montrer un petit peu la configuration, puisqu'il y a des configurations de chaque instance, c'est-à-dire on va pouvoir fabriquer. J'ai quand même mis en place un système de datation du projet, de datation des tâches, mais tout ce système de contrôle de temps peut être totalement désactivé. On peut fabriquer un projet dans lequel il n'y a aucune contrainte de date. Au cas où la situation pédagogique fait qu'on ne peut pas fabriquer des deadlines extrêmement précises, où c'est difficile. Par contre, on peut réactiver et remettre en place le projet. Donc le projet a un début de projet, a une fin de projet, a un début d'évaluation. Je vous parlerai un petit peu du système d'évaluation un petit peu après. Il y a une unité de temps, puisque l'étudiant va déclarer une tâche. Ben, je prévois de faire ça en 3 heures ou en 4 heures. Alors pour l'instant, les unités de temps, c'est heure, demi-journée, jour. On peut mettre autre chose. Ça, c'est les utilisateurs qui suggéreront des découpages de temps plus judicieux par rapport à leurs usages. Pour l'instant, je pense que heure, demi-journée, jour, ça correspond à des... par contre, on ne peut pas panacher. Hein. Une fois qu'on dit que le projet fonctionne en heure, il fonctionne en heure. Une fois qu'il fonctionne en demi-journée, il fonctionne en demi-journée. Il ne faut pas changer. On va avoir un certain nombre de réglages sur la possibilité que les invités vont d'observer le travail qui est fait ou non. J'ai même mis une petite option qui permet les invités à modifier. C'est juste pour le modèle de démo qui est dans ethnoinformatique.fr. Hein. C'est pour le bac à sable public pour la démonstration du module. Un accès hors groupe qui permet, si quelqu'un n'est pas dans un groupe et n'est pas enseignant, il peut voir quand même ce projet de l'enseignant, le projet global. Si ce machin est désactivé, toute personne qui n'est pas enseignante dans le cours et qui n'est pas dans un groupe ne voit rien. Enfin, il voit le projet des groupes si les groupes sont invisibles. Il ne voit rien du tout si les groupes sont cachés et s'il n'est pas prof. On ira contrôler un peu la visibilité des différents groupes de projets. Est-ce que tu intègres la notion de client qui pourrait voir certaines parties de choses Non. Pour l'instant, ça n'a pas été pris en compte. Le client... non, c'est vrai que le client, je ne l'ai pas pris en compte là-dedans. Par contre, le fait de développer rapidement une possibilité d'avoir une espèce de rôle client à partir de capacités, ça c'est quelque chose qui peut être rajouté assez facilement. Les blocages se font par les capacités. Il existe une capacité par entité qui permet de dire vous pouvez modifier, vous ne pouvez pas modifier. Donc on peut fabriquer toute combinaison de blocage ou de verrouillage sur les entités par les capacités et par les rôles. Ensuite, l'évaluation. Au début, j'avais mis qu'une note simple, et puis je me suis rendu compte que c'était absolument impossible à utiliser. Et qu'en général, un projet était une livraison suffisamment complexe pour que je me fende à foutre un système de notation multicritères qui permette à l'enseignant de déterminer les critères qu'il va utiliser pour évaluer le projet. Ce ne sont pas des critères fixes, les critères sont entièrement configurables par l'enseignant et on peut éditer. Ah ben voilà mes permissions. Alors, tenez, je vais vous montrer les dérogations que nous avons donc, sur ce module. Je peux donc déroger pour les étudiants. Et voilà les capacités que nous avons. Tiens, il y a une chaîne qui manque. Je suis moins performant que Séverin. Hein. J'ai une chaîne qui manque. Voilà les capacités que nous avons. Donc des capacités qui disent gérer l'environnement de projet, c'est-à-dire avoir toute latitude pour voir les outils de l'enseignant.
voir les interfaces de contrôle du projet, détermine aussi un accès à un certain nombre de visualisations, définir les évaluations et évaluer le projet, c'est le rôle du prof. Être évalué, ce qui me permet de reconnaître un élève. Hein, vous savez que depuis Moodle 1.9, les fonctions isTeacher et isStudent n'existent plus, ne doivent plus être utilisées. Et c'est sur la reconnaissance de certaines capacités que nous reconnaissons que la personne est un étudiant. Ça ne facilite pas la vie des développeurs. Vous ne voyez rien à l'utilisation, enfin presque, mais nous, ça nous emmerde un peu, mais bon, on le fait. Donc voilà, j'ai fabriqué un rôle qui me permettrait de dire, ben voilà, on sait quels sont les étudiants de ce machin-là, c'est ceux qui sont évaluables. Et puis vous avez ici éditer, alors éditer les attendus de projet, éditer les spécifications, éditer les tâches, vous avez une capacité par entité qui vous permet d'accéder en écriture à ces entités. Voilà pour les dérogations. Je veux revenir, j'annule. Je veux revenir ici. Et alors il y a un système de notification qui n'est pas encore très développé pour l'instant, c'est-à-dire que par exemple quand une tâche est assignée à quelqu'un, il y a un mail qui part. Quand une tâche est désassignée à quelqu'un, donc on enlève une tâche à quelqu'un, il y a aussi un mail qui part. Mais pour l'instant ça se limite à ça. Il est prévu dans la prochaine version que le système de notification soit encore plus violent et que quand il y a quelqu'un qui met une nouvelle spécification, pouf, il y a tout le monde qui est averti. Donc on est vraiment ce gestionnaire de projet comme étant vraiment un centre de contrôle asynchrone d'une communauté qui est en train de travailler ensemble sur un projet. Qu'est-ce qui me reste à vous montrer avant que l'on tente une expérimentation collective? C'est pas ça que je voulais faire. Les outils de l'enseignant, que je ne vous ai pas montré, qui sont en principe la copie de projet et l'import-import. Si nous avons 40 groupes de projets et que nous avons préparé un certain nombre de templates, un certain nombre de préparations, on aimerait bien pouvoir copier le projet type sur les 40 autres espaces. Ça serait quand même pas mal. Donc la copie de projet fait ça. Elle est censée choisir un projet de départ. Elle est censée choisir un ensemble de groupes d'arrivée et vous copiez tous les arbres. Enfin, vous choisissez ce que vous voulez copier d'abord. Vous pouvez copier que quelques entités, puis pas copier les autres. Et vous recopiez, vous clonez tout votre projet sur les 49 autres espaces qui vous permettent de publier et de diffuser la totalité, par exemple, d'un plan d'étape. Un plan d'étape, je le définis dans mon espace et après, je le clone et hop, les étapes sont fixées pour tout le monde. Donc, il y a eu un début, je dis bien un début de recherche de outillage de productivité pour celui qui est au pilotage de ces groupes de projets, qui est une charge extrêmement lourde dans l'enseignement. Enfin, moi, je le vis comme une charge extrêmement lourde de fait d'avoir à piloter à la main 30 ou 40 groupes de projets divergents. Un import-export qui n'est pas tout à fait prêt encore. Par contre, ce qui vient de sortir, là, juste avant le Moodle Moot, c'est la capacité, à travers un générateur XML, normalement, il aurait dû me le faire, il ne l'a pas fait. Ah oui, j'ai remarqué que sur le site d'ici, la génération XML ne se faisait pas. Il faudra que je vois pourquoi, ça m'intéresse de savoir pourquoi, sur le site du Moodle Moot, ça ne génère pas en XML. Pour l'instant, je peux pas trop te dire. Peut-être, mais je ne saurais pas dire parce que j'ai déjà eu ce problème-là en passant de Windows, de ma version de développement Windows à une version Linux. Je me suis rendu compte qu'il y avait des petits soucis dans le code au niveau du générateur XML. J'en sais pas plus pour l'instant. Bon, et il y a un truc qui m'embête, c'est qu'en tant que prof, je n'arrive pas à noter. Ce qui m'embête, parce que normalement, j'ai une troisième entrée qui concerne les évaluations. Alors, je vous le montrerai sur l'autre serveur. On va passer à l'idée
c'est que maintenant, je vous laisse un petit peu la main. Hein. C'est-à-dire que vous constituez, vous créez vous-même des espaces de projets techniques, que vous choisissiez, je ne sais pas, un sujet par exemple, un module à décrire, et que vous regardiez comment, par rapport... Il faut se donner un objectif. Si on ne se donne pas un objectif, on va dans le vide autour du module, on ne sait pas quoi faire. Donc l'idée de l'objectif, c'est de dire, voilà, il y a un module que je connais bien, ou il y a une fonctionnalité de Moodle que j'aimerais bien avoir. Comment est-ce que je vais pouvoir travailler sur ces différentes entités pour organiser, essayer de décrire un petit peu ce que je voudrais avoir, par exemple, qui permettrait de constituer un cahier des charges. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour préparer ça? Il faut que je revienne ici. Peut-être basculer tout le monde. Plus de 10 étudiants. Est-ce que tu as une idée pour basculer tout le monde en enseignant sur ce cours-là? Non, parce que si je vais là-dedans, je vais me retrouver avec tout le monde. Absolument tout le monde. T'as une idée? T'as un moyen? Avec les actions en lot, là, il y a pas des... En admin, ouais. Ouais, si on fait des... Ouais. Je regarde. Ouais, on doit pouvoir attribuer le rôle de... changer de rôle. Hein? En tant qu'enseignant, tu peux pas désigner. En tant qu'enseignant, tu ne peux pas désigner d'autres enseignants. Ouais. Tu peux des non-éditeurs. Ouais. Pas des enseignants, pas des co-enseignants. Il n'y a que le constructeur de cours, non? Le responsable de cours qui peut faire ça. Voilà, donc... Tu peux affecter le rôle d'enseignant. Hein? Tu peux remettre le rôle d'enseignant. Ouais. Et sans les changer, par l'attribution d'un rôle. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je peux pas. Dans ton cours, tu ne peux pas leur donner le rôle d'enseignant? Je crois pas. Bon, éventuellement, je vais travailler par les dérogations. J'ai perdu mon micro. Il y en a que 16, ouais. Il y en a 16. Donc c'est bon, t'affiches la liste des noms et puis moi je te la match. Ouais. Voilà. On va faire ça. Et voilà. On a un aimable administrateur qui va nous... Au moins pour que vous puissiez prendre le contrôle du module vraiment à fond, quoi. Bon, en attendant, première réaction sur le module tel que vous l'avez perçu, ça me permet. Dans l'histoire, il n'y a pas de chef de projet réellement désigné, comment ça se passe? Le chef de projet, ça va être... non, c'est pas... Oui, on est dans un modèle de co-gestion collective. En quelque sorte, le prof qui a une autorité quand même sur le module absolu a quelque part le rôle de chef de projet. Alors... Alors aujourd'hui, il n'y a pas de super autorité dans le projet parce que ça ne correspond pas vraiment directement au modèle que j'avais choisi que nous, d'habitude, on a en enseignement pédagogique. Sur un projet réel où nous commençons là, à travailler avec la communauté performance dans lequel il y a des entités différentes qui sont impliquées, c'est un peu idéologique, là, l'avancée que je fais avec le ministère, c'est de dire, voilà, vous allez travailler à la mode open source, c'est-à-dire tout le monde collabore, et il n'y a pas des propriétaires de tâches et des propriétaires de données, on va essayer d'éviter ce truc-là, je vais voir jusqu'à quand ça tient, et à un moment donné... Parce que la question sur le temps, c'est au niveau de la gestion des ressources, Pardon. les conflits de ressources entre les agendas. Oui. Il peut y avoir une ressource qui est surutilisée. Il y a peut-être un étudiant qui se bouffe la totalité du projet. Ça fait partie... Je veux dire qu'il soit sur une tâche et affecté à une autre. Ah, ça, il peut pas. Ça, il peut pas. Parce que ça, c'est géré. Si les tâches sont datées, avec entrée de tâche et sortie de tâche, on va aller voir. Hein. Ah oui, attends, excuse-moi. Mais dans le même temps, c'est pas possible. En même temps, ça pourrait être possible parce qu'il peut être sur deux tâches à la fois.
Ouais. une tâche avec deux personnes et, Ouais. il est sur une tâche avec deux personnes et aussi sur une tâche avec deux personnes qui se croisent. Ben là, on peut travailler, pour l'instant, le modèle est simple, le modèle reste simple. Hein. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de redévelopper un gestionnaire de projet complet. Hein. La question c'était quelle est la différence avec des gestionnaires de projet. Ah ben voilà, les gestionnaires de projet vont avoir un contrôle vraiment beaucoup plus assidu du modèle PERT, du modèle... Donc moi j'ai fait une petite génération Gantt à la main avec un GD générateur là, pour dire, bah, tiens, on a quand même une vision calendaire un petit peu des tâches, mais sans prétention, quoi. C'est vraiment... Le but, Mais voilà, la différence, elle est là. C'est-à-dire c'est que une pédagogie de la gestion. de c'est une projet. pédagogie, c'est pour sensibiliser les étudiants à l'intérêt d'utiliser ce genre d'outils, à la valeur ajoutée sur leur propre productivité, sur leurs résultats, d'avoir une méthodologie de conduite plutôt que de partir à l'arrache en disant on fait une réunion, puis tu t'occupes de ça, ouais, je te revois dans 3 jours, on verra ce qui se passe. Et l'intérêt d'avoir ce feedback permanent de ce qui est fait, de comment ça avance, parce que c'est comme ça qu'un projet avance réellement. Dès qu'on a une équipe, on sait très bien que s'il n'y a pas... bon, c'est la méthodologie, ce qu'on appelle Agile, hein, le Agile Development en logiciel, qui a développé cette méthodologie avec une règle principale, c'est que tout le monde doit être au courant de tout en permanence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de communication dans un projet, si personne ne sait ce que les autres font et où ils en sont, eh ben, on ne sait pas où on agit. Et on ne sait pas ce que nous, on va faire pour faire avancer le schmilblick. Donc on va faire des trucs qui servent à personne, alors que tous les autres sont bloqués sur des trucs. Et nous, on est en train, tranquillement, dans notre coin, de dire « Ouais, c'est bien ce que je fais, puis ça sert à personne. » Donc, c'est le genre de truc qu'il faudrait faire à la fin, quand tout le monde a fini son job. Donc c'est toute cette sensibilisation-là et qui focalise l'attention sur le produit. C'est-à-dire que finalement, l'idée de ces méthodologies-là, qui sont des méthodologies assez nouvelles, puisqu'elles ont 4-5 ans, hein, tout ce qui est extrême développement, agile, scrum, etc., c'est d'amener des méthodologies non pas formelles, de dire voilà, quelle est la méthode qu'il faut suivre à la ligne près pour obtenir le truc. C'est qu'est-ce que vous voulez construire et trouver les moyens de construire ce machin-là efficacement et intelligemment. C'est un petit peu l'idée de remettre donc la collaboration, la participation, la co-responsabilité au sein du groupe de projet dans lequel chaque étudiant, dès qu'il dit je vais faire quelque chose, ben, il devient responsable de ce micro-objectif par rapport aux autres et que le projet peut avancer que comme ça. Donc voilà l'idée au départ. C'est bon ? Au niveau des liens entre attendu et spécification, Alors, ouais, je vais... est-ce que par exemple, une spécification est liée à un attendu, une tâche est liée à Bien sûr, bien sûr. Alors voilà par exemple, je vais vous montrer sur l'expérimentation, c'est là sur le mono-espace, en 3... Bien, il y a pilotage CVS. En 3 manips. En 3 manips, si je peux. Bien. Non. Alors là, j'ai pas les droits. Je ne sais pas pourquoi. Sur les étudiants, moi je peux activer le droit à tout le monde de tout faire. Par contre, en tant que prof, apparemment, je peux pas faire grand chose. C'est un petit peu... Alors, on va activer le max. J'étais pas enseignant. Je recharge quoi le... Peut-être la page, tu peux changer tes droits. D'accord. Ok. Hop. Et activer l'édition. Je ne passe toujours pas. Yes. Je crois qu'il faut que je recharge mes capacités. Je vais être obligé. Ouais, il faut que je me délogue. Je recharge mon cache. Espace de formation. J'ai toujours pas la possibilité de le faire. Activer l'édition. Je n'ai pas le droit. Je suis un peu inquiet.
Est-ce que j'ai le droit? Ah ben enseignant, il n'y a personne. Alors, je vais voir si effectivement ça me donne quelque chose. Pas plus. Ah. Bon, bizarrerie. J'étais un peu inquiet parce que là, par exemple, je devrais normalement avoir la capacité de pouvoir noter, évaluer. Je dois avoir la capacité d'évaluer en standard. Et je ne la vois pas ici. En tant qu'admin, tu l'as pas non plus. En tant qu'admin, tu l'as pas non plus. Copie de projet, pilotage, import-export. Bon, ben, dans le désespoir, je vais quand même pouvoir vous montrer. On a dû louper un truc quelque part. Alors, ce Tech Project est ici. Il y a un espace de support standard qui font partie de la politique de support que j'ai adoptée pour toutes ces productions, dans lequel vous avez un cours dédié à ce module avec la totalité des documentations, des réflexions et une démonstration aussi de ce module. Bon, je vais vous montrer quand même un certain nombre de choses que vous n'avez pas pu voir sur le module du Moodle-Moot. C'est le fait que vous avez ensuite toute la notation de critères et d'évaluation si vous avez correctement les capacités d'enseignants, d'évaluateurs qui ont été montées. Donc je vais faire la démo là, de la relation entre les différentes entités. Donc voilà mes attendus ici que j'ai sur ce module de démonstration. C'est un module anglais pour faire les écrans, les screens de la documentation anglaise. J'ai un certain nombre de spécifications qui vont donc répondre à ces... On voit un certain nombre d'indicateurs qui disent que par exemple ici, je vais avoir le nombre, vous voyez que finalement ma spécification qui a le petit losange ici, elle est entre un attendu et une tâche. Donc du coup, j'ai des attendus qui sont en amont et j'ai des tâches qui sont en aval. Et là, je suis capable de vous dire, bah, tiens, à un degré immédiat, cette spécification qui est ici, elle est liée à elle est liée à un attendu. Et de l'autre côté, j'ai une tâche qui est en train de résoudre cette spécification-là. Donc, un des gros travaux a été de travailler sur les indicateurs qu'on pouvait mettre. Alors, je ne suis pas hyper fier encore du machin. Je ne suis pas tout à fait satisfait de la clarté de ces indicateurs. Je suis ouvert à toute suggestion pour être un peu plus explicite là-dessus. Je ne sais pas si c'est utilisable, c'est encore totalement expérimental. Moi, je connais le module, donc je m'en sers et évidemment, je n'ai pas de questionnement là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas de feedback négatif. Je ne suis pas sûr que mes étudiants aient tout à fait bien compris les indicateurs de liaison. Hein. Comment tu précises la liaison entre... Alors, la liaison, ben voilà par exemple le tree editor ici générique. Je vais regarder ses caractéristiques. Donc quand je crée simplement sa description. Et lorsque j'y reviens, je vais avoir la liste des attendus auxquels je peux le lier. En deuxième fois. Hein, c'est pas en première fois. Je ne me rappelle plus pourquoi c'est pas en première fois d'ailleurs. Si, c'est pas en... Non, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je réfléchisse pourquoi je n'ai pas donné ces listes au premier enregistrement. Il doit y avoir une raison technique. Certaines données n'étaient pas disponibles. Donc ici, on voit que par exemple, ici, Requirements Friendly Edition, c'est-à-dire édition amicale des attendus, suppose que l'on ait un tree editor. Le tree editor est une spécification qui vient remplir le besoin que ces descriptions soient faciles à éditer.
C'était une des conditions pour qu'on puisse facilement éditer ces trucs arborescents. Et si je regarde par exemple dans les tâches, je vais avoir la même chose. Je vais retrouver dans mes tâches, ici, vous voyez que cette tâche-là, elle a ici une spécification attachée. Comment je le vois quand j'édite cette tâche et que je reviens relier ici, ma tâche, elle va être reliée à quoi? À des spécifications qu'elle va remplir. Elle est préparée pour exécuter cette spécification-là, c'est-à-dire ce morceau de système ou ce morceau de dispositif. Elle a éventuellement des tâches maîtres, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une tâche maître? C'est que si la tâche maître n'a pas été faite, alors cette tâche-là ne peut pas être faite. Et elle va produire des livrables par rapport à mon plan de livrables. C'est évidemment la liaison transversale de toutes ces descriptions qui fait qu'à partir du moment où je travaille dans mes tâches, le cahier des charges est rempli et les livrables sont remplis. Et je peux avoir un état complet de ce qui a pu être produit. Et donc, un des principes de la notation automatique, j'ai essayé de réfléchir à un dispositif où comment est-ce que déjà le dispositif pouvait tirer une note de ça, sans que nous intervenions. Donc on a une notation multicritère, on va pouvoir définir les critères, le code est bien écrit, les documents, la syntaxe est bonne, il n'y a pas de faute d'orthographe, enfin on peut définir toute une série de critères qui nous convient. Et en plus, le module calcule un certain nombre d'indicateurs automatiquement, c'est le degré de couverture. Est-ce que toutes les entrées du cahier des charges ont une chaîne continue jusqu'au livrable? Autrement dit, si les étudiants ont bien fait leur boulot, ils ont normalement tissé, pour toutes les attendues, un livrable en cible. Ça veut dire que le projet est bien couvert. Donc on va calculer des indicateurs, on va tirer une note de ça. On va tirer une deuxième note qui est: est-ce que dans une équipe où on a mis 10 étudiants sur un projet, est-ce que les étudiants se sont bien répartis le travail? Alors finalement, c'est assez facile à faire. Vous regardez l'ensemble des tâches, vous regardez l'ensemble des assignations des tâches à tout le monde, et vous faites un calcul sur la répartition, sur une formule mathématique, qui va dire, ben voilà, les tâches où les heures de travail sont bien réparties, ou les heures de travail sont très mal réparties, sont, s'il y en a un qui fait tout, le projet, ce qui se passe chez nous assez régulièrement, là, la note de distribution collective va être mauvaise. Si par contre les heures sont relativement bien réparties, alors je vous avoue, je suis encore en train de chercher la formule. Je ne l'ai pas encore trouvée. Je ne suis pas un grand mathématicien, hein, c'est pas mes études de mathématiques théoriques remontent à mon école d'ingénieur il y a une vingtaine d'années. Donc je souffre un peu quand il faut trouver une formule. Donc s'il y a des gens qui sont balèzes en formule pour faire ce genre de calcul, je suis preneur. Donc voilà le principe de liaison qui permet pour chaque entité de la lier aux autres, et ce principe de lien va me permettre éventuellement même de naviguer dans un navigateur d'entités. Alors là, je crois que je n'ai pas choisi d'entité de départ, donc il me dit c'est pas bon, mais si je prends une entité de départ n'importe où dans mon arbre et que je dis ici voir plus de détails, je crois que c'est ça, je bascule dans un browser, dans un navigateur où je navigue élément par élément, et j'ai autour de mon élément, qui ici est une tâche, j'ai tous les liens qui me permettent de naviguer à travers tous les liens. C'est-à-dire d'aller voir la tâche maître, d'aller voir la tâche suivante ou la tâche précédente, d'aller voir la spécification qui est attachée en amont, d'aller voir le livrable qui est attaché, et de naviguer dans tout le réseau, puisque c'est un réseau, d'entités qui sont liées. Petit aperçu du Gantt qui est généré. Il n'y a pas de Gantt qui est généré, tout simplement parce qu'il n'y a aucun travail qui est assigné aux utilisateurs. Les tâches sont restées non assignées, elles sont restées simplement définies et pas attribuées aux personnes. Donc il n'y a pas ici. Et vous voyez apparaître ici un petit problème. C'est moi qui n'ai pas eu assez de temps pour faire mon boulot. Et à ce moment-là, mon boulot a débordé le temps que j'avais fixé
que j'avais prévu pour la tâche. Donc là, je suis en retard, clairement. Je suis pas bon. J'ai dépensé trop de temps pour fabriquer ce machin. Ici, on voit un raccordement de la tâche à son étape. Normalement, on devrait avoir le pop-up de... Je ne l'ai pas. Peut-être parce que j'ai pas bien fait les choses. La to-do, pour l'instant, n'est pas implémentée. Et je voulais vous montrer quand même, à défaut de pouvoir vraiment manipuler ce que j'avais prévu, le principe de la génération totale. Alors, je suis chez moi, là. Ça devrait marcher. Ah. Bien. Effet démo. Bon, pour l'instant, on a la possibilité de faire un export XML des données. Donc, il y a des exporteurs XML dans tous les sens pour pouvoir éventuellement récupérer du XML et le traiter, fabriquer un document. Mais j'ai même mis un générateur de documents, mais qui n'a pas l'air de vouloir marcher sur cette instance-là. Donc l'idée étant qu'on puisse récupérer toutes les descriptions et extraire toutes les descriptions de ce module pour pouvoir les retraiter ailleurs, les importer ailleurs, les transformer, les réinjecter et en faire à peu près ce que l'on veut. Voilà, donc malheureusement, j'avais pas prévu En tant qu'administrateur, ça peut le grand. Bon, j'ai essayé de préparer, c'est vrai que la préparation des autres ateliers des communications m'a consommé un petit peu trop de temps et que j'ai pas pu checker ces aspects-là. Voilà, donc au bout de la visite, c'est à vous de parler. Bon, c'est un module qui est assez complexe. Hein. Le jeu de table est assez conséquent derrière. Hein. Il y a une quinzaine de tables pour travailler tout ça. Moi, j'en ai une expérience qui est, pour l'instant, je vais essayer d'être objectif, hein. Assez positive. C'est difficile de combiner les deux mots. On a donc mis en place cette gestion pour l'instant en vraie production sur un cahier des charges de 40 pages qui est le cahier des charges du ministère, dans lequel il y a plus de 400 points d'entrée d'attendus sur le cahier des charges. Et normalement, on s'attend à ce que ça tienne pas trop mal la route pour l'instant, parce que les premières manœuvres qu'on a vraiment fait sur un cas d'étude, c'est-à-dire d'aller vraiment au fond des choses, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment les attendus de 40 pages de cahier des charges extrêmement détaillés. L'idée pour nous étant de prouver au ministère que ce qu'on a mis en place dans Moodle, ça répond à tout ce qu'ils ont demandé. Ou du moins un maximum de ce qu'ils ont demandé, au point par point, c'est-à-dire sans rester sur cette espèce de flou de négociation de recettes autour d'un bon resto et d'un bon morgon en disant ouais c'est bon, ça va aller, etc. Non, là on a vraiment un outil d'argument objectif en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je peux vous parler un petit peu du futur de ce module-là. Bon, d'abord, ce module est évidemment maintenu et supporté. Je le supporte encore un certain temps. Pendant pas mal de temps, je pense. Le futur de ce module-là, c'est de rajouter donc les idées qu'on a. Si j'arrive aussi à trouver chez mes étudiants quelques bonnes volontés pour continuer un petit peu le développement, mon idée est de synchroniser ce module à un CVS, c'est-à-dire un outil de versionning qui va permettre un pilotage et pour l'instant, donc c'est pas implémenté, mais j'aimerais que lorsque je mets en place un module Tech Project dans mon Moodle, j'ai immédiatement, si j'ai 50 groupes de projets, j'ai 50 modules CVS ou SVN qui sont instanciés sur un serveur, et les étudiants ont directement leur repository versionné de code ou de documents pour pouvoir réaliser vraiment un travail ensemble et pouvoir être chacun dans leur ville respective et travailler vraiment avec des outils de collaboration. Je ne sais pas si tout le monde connaît les outils de versionnement qui s'appellent CVS ou SVN.
Je pense que les gens qui sont un petit peu dans le domaine de l'informatique connaissent. Ce sont des serveurs qui permettent de travailler avec résolution de conflits, stockage de toutes les versions et C'est travailler avec un serveur de ce type-là, mais à côté de Moodle. à côté de Moodle. Non, à côté de Moodle. Bien, à côté de Moodle. On va prendre. Donc simplement, c'est une interface de pilotage qui va me permettre de dire, ben voilà, je vais pouvoir définir quel est le serveur CVS avec lequel je travaille et de pouvoir, avec un bouton, générer automatiquement les modules de synchro, faire la gestion des rôles sur ce serveur pour bien isoler les groupes d'étudiants et que les étudiants, avec leur petit CVS, ben, ils ont tout de suite leur espace. Donc ça, c'est un projet qu'on a depuis longtemps. Le deuxième projet, c'est le problème des tests. Le problème des tests, c'est de dire, bon là, on va jusqu'au livrable, mais on n'a rien pour faire vraiment systématiser une batterie de tests. Donc sur un projet étudiant, c'est pas très très grave. Sur un projet réel, c'est-à-dire reprendre exactement le même module pour réellement faire un projet dans une institution pédagogique ou par exemple nous, ce qu'on va faire autour du projet Moodle, l'absence de plan de test pose un petit problème. C'est-à-dire que le problème du plan de test, c'est le problème de garantir les non-régressions, c'est le problème d'être sûr de ce qu'on livre en nouvelle release. Et que là, moi je me rends compte dans les développements que je fais, le temps que je passe à essayer de livrer du fiable. Puis j'y arrive pas. Hein. C'est clair, on n'y arrive pas tout le temps. Hein. Peut-être qu'un plan de test pourrait m'aider à dire, ben voilà, bon ça je peux le checker, c'était bon la dernière fois, je le recheck rapidement, au moins j'ai mémorisé les choses que je dois tester. Et quand on fait une séquence de tests, ben on pourra dire, ben voilà, je vais faire 3 heures de test, et puis bon, tac, 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 ça marchait, ça marche toujours, ça marchait, ça marche toujours. Mais au moins, j'oublie rien. Donc voilà le futur essentiel de ce module, avec éventuellement, il faut terminer les imports. Les imports ne sont pas complètement... Les exports fonctionnent, mais je peux exporter l'ensemble de ce projet, de ce groupe en XML brut pour l'instant. J'ai une génération documentaire, voilà, la totalité du projet généré en XML et qui permet donc de extraire, récupérer et retraiter ça dans une feuille de style et de fabriquer un beau document tout joli. Alors normalement dans ma plateforme, dans l'autre projet que je vous ai montré, ça génère. On peut télécharger sa feuille de style, on peut télécharger sa CSS. On peut utiliser des ressources, on peut fabriquer son document directement à partir du Tech Project. Donc, mes étudiants sont en train de me rendre, ceux qui ont joué le jeu sont en train de me rendre des dossiers de gestion de projet, de générer. Aucun effort pour eux. C'est un effort qui n'a aucun intérêt. Passer 4 heures à rédiger dans du Word du document, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux qu'ils passent du temps à regarder la pertinence de ce qu'ils ont rentré en termes de description et de tâches plutôt que de passer 4 heures à faire un rapport. Donc vous envisagez de mettre à disposition ce Il est à disposition. Il est publié, donc il est publié en plugin. Il est publié sur le CVS, il est synchronisé à partir de la version 1.8 stable. Donc il tourne à partir de la version 1.8 stable. Il est supporté par cet espace de gestion dans lequel on a systématisé sur l'ensemble des projets que j'ai montés à l'EISTI et à titre personnel. J'ai systématisé ce principe de dire, ben voilà, pour chacun des modules, pour chacun des projets Moodle qui sont publiés, ici, où est-ce qu'ils sont mes Moodle, pour chacun, donc que ce soit les modules, que ce soit des patchs, que ce soit des filtres ou que ce soit une intégration ou des blocs, on a ce même espace systématiquement avec un petit tracker pour les gens qui veulent bien m'aider à résoudre les problèmes. Et là, on a, sur ce module-là, on a un certain nombre de personnes qui nous ont aidés déjà pas mal à résoudre des choses. Donc il y a Philippe Verdenal qui est en Libye. On a Francis Vandrel qui est je ne sais pas où. DJ qui est en Italie.
Voilà, donc tout est là pour continuer à assurer le suivi et pouvoir résoudre les problèmes rapidement sur ce module et faire des livraisons et que ça tourne. Voilà, vous avez une présentation globale de la bestiole. Bon, c'est une grosse bestiole, hein, le développement a duré 3 mois sur ce truc-là. Ouais, entre 8h du soir et 2h du matin, à peu près. Donc tu comptes 3 mois à raison de 4 à 6 heures de développement par nuit. Je dors quand ? Entre 4h et 6h du matin. Bon, c'est par phase. Il y a des fois où je dors 20 heures par jour. Non, ça a été un gros module celui-là. Hein. Ça a été un développement assez lourd. Et bon, il y a vraiment donc Philippe Verdenal là en Libye qui m'a beaucoup aidé parce que lui il voulait l'utiliser en mode professionnel. Et il m'a fait vraiment un travail de test et de debug vraiment conséquent, quoi. Est-ce que tu penses que c'est utilisable en dehors d'un contexte de création, de développement informatique ? Voilà, ça c'est la grosse question, c'est savoir si c'est extensible à d'autres méthodologies de projet que celles vraiment du software engineering. Ça c'est une grosse question. Je pense aujourd'hui que tout projet qui se formalise dans un processus I3E, c'est-à-dire un processus formel qui va d'un cahier des charges jusqu'à une livraison, les livrables n'étant pas forcément des fichiers ou des choses immatérielles, hein. Ça peut être éventuellement des pièces, ça peut être des plans, ça peut être même des documents. J'ai orienté volontairement très techno la terminologie parce que effectivement, donc nous notre application à l'EISTI c'est de faire du logiciel. Je sais que quand j'ai lancé ce projet-là, j'avais fait une petite veille et j'avais trouvé le module Project. Le module Project de Moodle, mais qui n'a strictement rien à voir avec ce module-là, parce que c'est un projet abstrait, un module Project, et n'est pas du tout à ce niveau de machinerie. Ensuite, oui, j'ai des applications aujourd'hui qui se font. J'ai des retours, des feedbacks d'applications qui se font simplement dans le domaine de la gestion de projet, y compris institutionnel. C'est-à-dire que même pas pour faire du logiciel, mais pour faire du document. Quand tu dois faire des documents suivant une trame de livrables extrêmement précise parce que tu es dans un projet institutionnel et qu'il y a un certain nombre d'outils et de documents à sortir, le projet marche très bien puisque de toute façon, la spécification, c'est pas simplement la spécification d'un logiciel. C'est la spécification de n'importe quoi. J'ai surtout pas voulu mettre en place ou intégrer dans ces trucs-là des notions de compilation, de compilateur, de langage informatique. C'est un autre problème. Le problème du code, de la production, de sa gestion, du développement réel, c'est un autre problème qui ne doit pas venir... Est-ce que comment tu gères les discussions que peuvent avoir les membres du groupe de l'équipe? Est-ce que tu penses qu'ils doivent le gérer avec les autres outils de Moodle et du coup c'est en dehors de l'activité de projet? Oui. Est-ce que ça pourrait être intégré à l'activité de projet? Est-ce que c'est ce message qui n'aura de sens que dans le cadre du projet? Alors l'idée d'avoir des items commentables, à la rigueur, d'avoir des items commentables dans lesquels des espèces de discussions partent des items ou des descriptions elles-mêmes, en général, j'essaie d'éviter de faire des modules fourre-tout, si tu veux, des modules qui, à partir du moment où une fonctionnalité existe simple, comme une activité de Moodle, essayer de fabriquer des espèces de bundles dans lequel on est en train de redupliquer ce qui est disponible ailleurs,
je suis un peu la règle de ce matin de Martine, c'est-à-dire Martine dit l'intérêt c'est qu'on ait des entités qui fassent bien une chose et ensuite on les assemble dans une stratégie. Et donc dans mon système de gestion de projet avec les étudiants, c'était précisément l'idée de dire vous avez ce module de gestion de projet pour gérer vos projets et puis vous avez vos forums de discussion où vous négociez les trucs. Ce machin-là étant une chambre d'enregistrement quelque part. C'est une chambre d'enregistrement qui me permet de stocker les descriptions en vue de produire automatiquement le document, et un document pertinent et un document complet. Par exemple, le fait de, si j'ai des étudiants qui me font un logiciel et qui ont besoin d'avoir une activité de tracking de bugs, je ne vais pas essayer d'intégrer le bug tracker à l'intérieur de la gestion de projet, je laisse le tracker externe. Et là, il y a effectivement parfois des confusions qui se... C'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre de téléchargement de pièces. Je ne peux pas attacher des pièces aux descriptions. Je ne voulais pas que ça devienne une espèce d'immense organiseur, c'est pas fait pour ça. À la rigueur, si on a des fichiers à stocker, on a un portfolio ou on a un file manager que l'on met à côté. Donc chaque entité ou chaque module... Je me suis posé la question, même si ce mécanisme de projet ne devait pas être éclaté en plusieurs modules, de manière à ce qu'on puisse avoir comme ça des espèces de grains de mécanismes que l'on puisse réagencer complètement autrement. Bon, c'est pour ça que j'ai repris une étude sur le module Task de Adam, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai trop de noms de modeleurs dans la tête et ils se mélangent tous, surtout les Américains, je retiens moins bien. Donc il y a le module Task et le module Time Tracker. Nous, on a de plus en plus la problématique suivante. On essaie de pouvoir éventuellement utiliser, entre guillemets, utiliser, j'aime pas le mot, mais quelques ressources étudiantes pour nos projets qu'on pourrait avoir, y compris pour nos projets de recherche appliquée ou de recherche finalisée avec des entreprises. Notre gros problème, c'est le contrôle du travail étudiant. Notre énorme problème, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur le travail étudiant. À part le fait de dire, je t'ai demandé de me faire ce truc-là et tu me le fais, mais si on ne rentre pas vraiment dans le détail du projet, on ne sait pas ce qu'ils ont foutu, on ne sait pas ce qu'ils ont vraiment réalisé, et si on est obligé de re-rentrer dans le détail du projet, à la rigueur, c'est mieux qu'on le fasse nous-mêmes. Donc, on avait ce principe du time tracker là, qui est sorti, mais qui n'a pas été vraiment finalisé, qui n'a pas bien marché, enfin qui ne marche pas actuellement, clairement. Donc il y a ce module Time Tracker, il y a le module de Task, qui est quelque chose qui ressemble à ça, mais avec beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je mets une tâche en place dans le module. Et à la rigueur, une gestion de projet aurait pu, au départ, dire j'ai ce module Task de notre ami américain, je mets des tâches, puis je les mets dans mes blocs. Donc on aurait pu travailler avec un grain beaucoup plus fin. Voilà, donc intégrer, oui, mais peut-être pas trop intégrer, quoi. Chez nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était de dire que quand il y a un projet, alors soit on a un outil de gestion collaborative de projet qui est en open source, qui existe absolument, mais qui pose le problème plutôt pas technique encore, mais c'est un changement de comportement de la part des étudiants parce qu'ils doivent toujours alimenter le référentiel et ils ont du mal à le faire. Ouais. Soit après on avait une deuxième solution beaucoup plus light, c'est on leur donne un espace Moodle. Oui. Ils deviennent auteurs. Un cours, ils deviennent auteurs. Il est soit apprenant, soit tuteur. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est un petit peu ce que je fais avec les étudiants qui sont accrochés à ces projets, puisque j'essaie d'accrocher quand même, j'essaie de mobiliser. Je continue avec ma lance et ma rocinante, continue à avancer pour essayer de mobiliser des étudiants sur ces trucs-là, et ils deviennent co-enseignants avec moi de ces espaces-là. Et c'est comme ça qu'on travaille, notamment sur les espaces module Moodle. Je sens la fin d'après-midi écraser tout le monde. L'orage, la lourdeur. Voilà, donc vous en savez plus sur ce module-là. Donc j'ai une présentation là en amphi qui sera faite pour tout le monde, beaucoup plus rapide et beaucoup plus light.
Je vous remercie de votre attention.